Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de ce journal. 4 officiers arrêtés au Burkina Faso, 2 autres seraient en fuite. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans une tentative de coup d'État qui aurait été déjouée par le gouvernement près d'un an après le coup d'État qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. Un dialogue national en 2024 et la mise en place d'une assemblée constituante. Les futures étapes de la transition gabonaise ont été annoncées ce mercredi par le Premier ministre de transition Raymond Dongsima qui était face à la presse. Le choix est fait, la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 est attribuée au Maroc. Celle de 2027 sera, quant à elle, organisée par 3 pays d'Afrique de l'Est, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. 4 officiers auraient été interpellés au Burkina Faso. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'État. Leur arrestation intervient au lendemain des déclarations du pouvoir militaire qui a affirmé dans une déclaration que le gouvernement a déjoué une tentative de coup d'État. Samantha Saberou Saboubanga. Au lendemain de la tentative de coup d'État déjouée le 26 septembre 2023 au Burkina Faso, 4 officiers ont été mis aux arrêts pour leur présumée participation. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans un complot contre la sûreté de l'État, selon les informations révélées le 27 septembre 2023 par le parquet militaire de Ouagadougou. Une enquête circonstanciée a été ouverte pour élucider les faits dénoncés, précisent les autorités judiciaires du pays. Alors cela fait la énième tentative de coup d'État que nous constatons sous le régime du capitaine président Ibrahim Traoré. Il y a lieu de se poser des questions et des interrogations afin de savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Aujourd'hui, l'armée nationale du Burkina Faso a besoin d'être unie, d'être solidaire, d'être focus sur la lutte pour recouvrer la souveraineté nationale. À la tête du Burkina Faso, depuis le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État qui a renversé le lieutenant-colonel Henri-Paul Sandaogo Damiba. Il s'agissait du 2e coup d'État en l'espace de 8 mois dans ce pays en proie à l'insécurité. L'officier pointait la situation sécuritaire délétère du pays comme raison principale de son putsch. En effet, le Burkina Faso, où 1135 personnes ont perdu la vie, dont 310 attaques terroristes en 2022, est le pays le plus touché par le terrorisme dans le monde en termes de victimes selon l'indice mondial du terrorisme 2023. Nous qui sommes le bas peuple, nous demandons, c'est de faire en sorte que les bisbilles entre militaires n'impactent pas l'action sur le terrain. Lorsqu'il y a ce genre de tentative de coup d'État, il faut que l'autorité se mette en branle pour faire des enquêtes idoines, rapides, pour situer les populations sur les tenants et les aboutissants de ces coups d'État. En clair, il faut révéler la vérité des faits et donner toutes les chances aux parties impliquées de pouvoir faire valoir leurs droits. Au regard de la récurrence des velléités et autres allégations de déstabilisation, le parquet militaire invite toute personne susceptible de fournir des informations pouvant contribuer à la manifestation de la vérité à venir témoigner. D'autres acteurs présumés impliqués dans ces tentatives de déstabilisation sont toujours activement recherchés. Au Gabon, le Premier ministre de transition Raymond Dongsima a annoncé la tenue d'un dialogue inclusif. Des assises qui pourraient se tenir entre avril et juin 2024, annonce faite près d'un mois après le coup d'État contre Ali Bongo Ondimba. Et selon le Premier ministre, ce dialogue aboutira à la mise en place d'une assemblée constituante qui aura pour mission de rédiger la future constitution. Aïcha Mouyouza. Au Gabon, les autorités de la transition multiplient les initiatives pour la construction d'une nation stable et prospère. À la faveur d'une conférence de presse tenue le 27 septembre 2023 à Libreville,
Le premier ministre de la transition gabonaise, Raymond Donsima, a annoncé la tenue d'un dialogue inclusif pour discuter d'une feuille de route qui déterminera par ailleurs la durée de la transition militaire. Lors de la rencontre, le chef de gouvernement a annoncé le lancement d'un appel à contribution auprès de toutes les catégories de la population gabonaise qui disposent d'un délai fixé entre 45 et 60 jours. Ces contributions permettront d'aboutir à une synthèse utilisée comme fondement du dialogue national. Je vais lancer l'appel à contribution. Lundi, mardi ou mercredi, au plus tard. Ce sera fait. Ce sera fait par voie de presse, ce sera fait par tous les moyens. On va indiquer clairement ce qu'on attend et indiquer le lieu où vous allez déposer, où les gens vont déposer. D'après le Premier ministre, les contributions permettront de mettre un terme aux adaptations de convenance des règles à des schémas subjectifs afin que toutes les voix soient entendues et utilisées pour participer au développement du pays. Ce que je vais demander, c'est une contribution écrite en deux parties. D'abord, votre diagnostic. Quelle est votre appréciation de la situation? Qu'est-ce que vous critiquez ou bien qu'est-ce que vous acceptez? Et ensuite, quelles sont vos propositions de solutions? Une restitution de l'ensemble des contributions aura lieu en janvier 2024. Après prise en compte des dernières observations, le document sera adopté fin février 2024. Le grand débat national, qui devrait se tenir entre avril et juin 2024, sera l'occasion de discuter des conclusions de l'appel à contribution et de proposer des solutions concrètes aux problèmes du pays. Le 30 août 2023, l'armée a renversé le président Ali Bongo au pouvoir depuis sa première élection en 2009, quelques instants après qu'il ait été réélu au terme d'une élection jugée frauduleuse par les militaires et l'opposition. Le Cameroun reste aux prises avec les répercussions des incursions du groupe Boko Haram. La région de l'extrême nord est secouée depuis 2013 par le conflit dû au groupe terroriste dont l'origine et l'épicentre sont le nord-est du Nigeria. Le renforcement des opérations destinées à lutter contre la menace est donc nécessaire. Nous nous sommes justement interrogés sur la stratégie des autorités camerounaises et leurs partenaires régionaux. C'est un sujet de Philomène Tine. Le Cameroun, tout comme les autres pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad, reste pleinement engagé dans la lutte contre Boko Haram. À cet effet, un plan sécuritaire visant à renforcer la coordination et la coopération entre les forces de sécurité des pays concernés a été adopté. Malgré les progrès réalisés, il est important de continuer à renforcer la coopération régionale afin de parvenir à une éradication complète de cette menace et de permettre le retour à la paix durable dans la région, indique le gouvernement camerounais. Les violences de Boko Haram au Cameroun ayant déclenché une crise humanitaire majeure ont forcé plus de 322 000 personnes à quitter leur foyer depuis 2014, selon les Nations Unies. Sur le plan sécuritaire, la lutte contre Boko Haram se poursuit activement. De concert avec les pays membres de la force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad. Les résultats de ces efforts sont déjà observables sur le terrain, même si des efforts supplémentaires devraient être consentis. Quant à la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, elle s'est considérablement améliorée. Entre reconstruction des régions anglophones, dialogue, mise en œuvre d'un système de démobilisation, de désarmement et de réinsertion des ex-combattants de la crise anglophone, après 6 années de troubles et de violences liées aux tensions sociopolitiques et à la montée du séparatisme, il y a de bons signes en raison des efforts du gouvernement camerounais pour restaurer l'ordre et assurer la sécurité des citoyens. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en particulier, la paix et la stabilité reviennent progressivement grâce aux actions diligentes du gouvernement et suite aux recommandations du grand dialogue national, et ce, en dépit des cas épisodiques de violence ou de prise d'otages avec demande de rançon orchestrée par les séparatistes. Au Cameroun, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a annoncé le retour de plus de 419 000 personnes ayant fui les deux régions en raison du conflit. Toutefois, pour la construction d'une paix durable, le gouvernement camerounais maintient sa main tendue à ceux qui ont pris les armes et les appelle à les déposer.
Un séisme de magnitude 4,9 a secoué Djibouti ce jeudi dans la matinée vers 4h22 heure locale, mais heureusement sans faire de victimes. Il y aurait eu 2 répliques de moindre intensité quelques heures plus tard. Le gouvernement a immédiatement pris la décision de maintenir fermées les écoles et les centres de formation professionnelle. Décision annoncée dans un communiqué publié par le ministère de l'Éducation nationale. Peu d'informations pour le moment sur un éventuel bilan de ce séisme survenu dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Le secteur aurifère du Mali, l'un des principaux producteurs d'or du continent avec l'Afrique du Sud et le Ghana. L'or malien est largement exporté à travers le monde, mais malgré son positionnement et sa place dans cette industrie, le pays est menacé de se voir suspendre de l'initiative pour la transparence des industries extractives dont ce pays est membre depuis 17 ans. Explication à Menedji. Riche en ressources minérales telles que l'or, le phosphate, le calcaire, le Mali est actuellement en quête de validation à la norme ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives pour l'année 2019. Cette dernière promeut la transparence dans les secteurs extractifs en exigeant la publication régulière et détaillée des paiements des entreprises extractives au gouvernement et des revenus perçus par ces derniers. En optant pour la recherche d'une certification ITIE, le Mali veut s'ouvrir de plus en plus à la compétition internationale, car de plus en plus les zones minières aujourd'hui dans notre sous-région sont de plus en plus aujourd'hui en émergence. Donc voilà autant d'enjeux qui peuvent justifier une telle initiative. Il faut déjà rappeler que le Mali n'est pas sa première initiative par rapport à l'ITIE. Le gouvernement avait déjà engagé par le passé et obtenu des certifications. Et malheureusement, des thématiques liées au travail des enfants dans les mines, notamment les mines artisanales, ont fini par plomber les efforts du gouvernement malien. Avec une production de 63,7 tonnes d'or en 2023, le Mali, malgré les efforts consentis pour promouvoir la transparence dans son secteur minier, est menacé de suspension de l'ITIE, un organisme dont il est membre depuis 2006. Ceci en raison notamment aux préoccupations soulevées autour des contrats miniers, leurs conditions d'octroi et leur publication, ainsi qu'au refus de certaines sociétés minières qui protègent leur investissement et leurs actionnaires. Pour se mettre à l'abri de la menace de suspension qui pèse sur la tête d'un pays comme le Mali, à mon sens, pour ce qui est de l'initiative ITIE, il faudrait que les autorités maliennes jouent la carte de la transparence jusqu'au bout. Transparence dans la contractualisation, transparence dans la sélection, parce que généralement, le gros du problème, c'est celui de se livrer parfois à des magouilles, et on fait venir maintenant un opérateur qui prétendument serait l'as dans le domaine de l'exploitation minière. Donc pour moi, il est question que le gouvernement malien joue à fond la carte de la transparence. La validation à la norme ITIE devrait permettre au Mali de renforcer la confiance des investisseurs dans le secteur minier. Cela ouvrirait également la voie à une meilleure utilisation des revenus miniers pour le développement socio-économique du pays. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football pour les éditions 2025 et 2027, la 35e édition de la compétition est attribuée au Maroc. Cette attribution est intervenue peu après le retrait inattendu de l'Algérie, laissant alors le Maroc seul en lice. Et en ce qui concerne la CAN 2027, elle sera quant à elle organisée par 3 pays, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Une première pour la région Afrique de l'Est depuis 1976. José Douglas. C'est mercredi 27 septembre que la CAF a dévoilé les pays qui organiseront les prochaines Coupes d'Afrique des Nations Total Energy. En 2025, ce sera le Maroc et celle de l'édition 2027 au ticket réunissant le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Le comité exécutif de la CAF, COMEX, a été impressionné par la qualité des présentations des pays candidats et des rapports de Roland Berger et de PwC. Nous tenons à féliciter le Maroc, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Nous sommes convaincus qu'ils rempliront tous les critères que nous avons fixés pour la réussite de l'organisation respective des CAN attribuées. L'attribution des Coupes d'Afrique des Nations 2025 et 2027 s'est faite avec les rapports détaillés des cabinets d'évaluation indépendants qui ont visité et évalué les pays candidats. Le cabinet indépendant Roland Berger a mené les évaluations pour l'organisation de la CAN 2025 et pour la CAN 2027. C'est le cabinet PricewaterhouseCoopers, PwC, qui dirigeait les opérations. Je suis également heureux que notre engagement, qui permet à chacun des 6 zones composantes la CAF d'accueillir une CAN, soit mis en valeur par l'attribution de l'édition 2027 au Kenya, à la Tanzanie et à l'Ouganda, membres de la zone CECAFA. La dernière fois que cette région a organisé un tournoi,
C'était en 1976 en Éthiopie. Monsieur Véron Mosango Omba, le secrétaire général de la CAF, se rendra au Maroc, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda afin de discuter et de s'assurer que les engagements pris par les pays organisateurs des dites compétitions soient bien respectés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.